Bon, c'est parti. Donc, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter Python, en fait, mais pas n'importe quel Python, en fait, quelques fonctionnalités qui sont un peu avancées, et surtout des trucs méconnus qui ne sont pas forcément documentés sur tout le web que vous pouvez voir. Donc, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Martin, je travaille chez Lengo dans l'équipe R&D. Mon poste, je suis data scientist pro parce que c'est mon travail et amateur aussi. Je fais de temps en temps des trucs sur les résultats du foot. Et puis je fais aussi un peu de plongée sous-marine comme passe-temps. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait chez Lengo en fait? Lengo, c'est parti d'une idée en fait, le concept historique de Lengo, c'est parti du développement des marketplaces. Donc les marketplaces, qu'est-ce que c'est pour simplifier? Ce sont des endroits où vous pouvez vendre vos produits, mais en fait pas forcément sous votre nom. Par exemple, quand vous achetez sur Amazon, des fois vous êtes renvoyé vers un autre site marchand. Et ça, c'est parce que ce site marchand est sur la marketplace d'Amazon. Et du coup, en fait, Amazon va prendre sa commission et voici grosso modo le principe des marketplaces. Donc les marketplaces, c'est assez sympa, mais ça a un gros défaut, c'est qu'à chaque fois que vous envoyez vos produits sur une marketplace, bah, vous devez réadapter votre catalogue, votre liste de produits pour avoir en fait un format qui soit bien précis. Donc si vous en avez une, ça va. Si vous en avez trois, ça commence à être du travail. Et après, c'est exponentiel. Donc nous, Lengo, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre en fait votre catalogue produit et on va le transformer pour l'envoyer sur toutes les marketplaces. Donc c'est nous qui nous chargeons de la transformation et après on se charge aussi de faire la communication avec les marketplaces sur le canal retour. Ça voilà, c'est la fonctionnalité historique de Lengo. Donc le Python, nous chez Lengo, le Python c'est un langage en fait qu'on aime beaucoup. Donc c'est un langage qu'on utilise quasiment depuis le début. Ça représente à l'heure actuelle à peu près la moitié de la base de code chez nous et c'est surtout utilisé sur les chemins critiques de la solution, donc tout ce qui va être vraiment le cœur, la manipulation bas niveau de tous nos objets. Donc pourquoi on l'aime? Donc c'est d'abord un langage qui est gratuit et open source et contrairement à Java ou C#, c'est développé par une fondation, donc une fondation. Ça permet d'avoir des intérêts qui sont plutôt neutres, contrairement à Java ou C#, où c'est financé par Microsoft et Oracle respectivement. Donc ça va plutôt être des langages qui vont suivre en fait les intérêts d'une entreprise, que là une fondation ça permet justement d'être indépendant de tous les intérêts. Donc c'est aussi multiplateforme, on a des ports officiels pour Windows, pour macOS, pour aussi Linux. Et on a des ports non officiels aussi pour pas mal de BSD, pour aussi du AX, bref, on a aussi pour Android, pour iPhone. Bref, c'est un langage que vous pouvez absolument retrouver à peu près partout. Et surtout, c'est un langage qui est beau. Donc voici un peu, comment dire, ce qu'on peut voir. Donc là, c'est le même code qui est écrit à la fois en C++, en Java et en Python. Donc Python, ça fait 2 lignes, et puis C++ ou Java, ça en fait un peu plus, donc à chaque fois, c'est un code qui va lire un fichier et qui va afficher les lignes sur la sortie standard. Donc voilà un peu les grosses différences. Et surtout, on n'est pas les seuls à l'aimer. Donc ça se traduit avec quoi? Surtout une API standard qui est immense, qui fait vraiment pas mal de trucs. On a aussi en fait le repository central des packages PyPy, qui contient énormément de choses développées par beaucoup de sociétés, dont vous en avez certaines ici. Donc voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première chose qu'on va voir, c'est surtout les context managers. Donc les context managers, ça va être quoi? Donc à chaque fois, je vais partir en fait d'un code tel qu'on pourrait l'écrire, et ensuite on va appliquer les transformations que implique en fait l'objet, quoi. Donc là, pareil, on va lire un fichier et on va afficher les résultats sur la sortie standard. Donc pour être sûr en fait qu'on ne perde pas le fichier, à la fin on se retrouve avec un bloc finally et on regarde que notre source est ouverte ou non et ensuite on va la fermer. Donc il faut y penser, ça peut être contraignant. Donc en fait, qu'est-ce que va permettre les context managers? Les context managers, on va le trouver ici.
c'est un mot-clé spécial du langage, with. Et avec ça, en fait, vous allez ouvrir une ressource et à la fin de votre bloc, ça va suivre exactement le même comportement que les variables. Ça va être détruit. Donc sous le capot, qu'est-ce qui se passe? On a en fait notre bloc. En entrée du bloc, on va appeler une méthode spéciale enter qui va initialiser l'ouverture de notre fichier. Et en sortie de bloc, quoi qu'il arrive, même si vous avez une erreur ou une exception, on va appeler en fait une méthode spéciale qui s'appelle exit et elle qui va faire le nettoyage. Donc là, ça a quand même d'énormes avantages par rapport à ce qu'on pourrait avoir en temps normal. Donc ça nous simplifie notre programme. On évite en fait d'écrire des lignes supplémentaires. Les fuites mémoire, normalement, on n'en a plus. Et surtout, on a un renversement de la responsabilité de la fermeture des ressources. Parce que souvent, la personne qui a codé justement, par exemple, l'ouverture du fichier, elle connaît très bien en fait ce qu'il faut faire pour détruire votre pointeur. Et elle risque moins d'en oublier en fait que vous. Donc ça nous amène en fait aussi, Python nous permet en fait de faire le nôtre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas on utiliserait la base de données comme un fichier. Donc on a fait en fait notre connecteur chez nous avec notre méthode enter qui va connecter en fait à la base de données. Et dès qu'on sort, on va regarder en fait si on a eu une exception. Donc là, ça va être avec les 3 différents paramètres, type, value et traceback, qui vont être les informations sur l'erreur. Donc si on n'en a pas eu, on va committer. Sinon, on va faire un rollback. Et dans tous les cas, on se déconnecte. Du coup, on n'a plus à gérer tout un workflow compliqué. Comme le Enter Exit le fait pour nous. Donc sur la fonctionnalité suivante, qui peut être assez sympathique, qui nous a beaucoup aidé sur certaines parties de nos programmes, c'est les générateurs. Donc les générateurs, là pareil, avec un code qu'on pourrait écrire simplement. Donc là, le but du code, c'est d'écrire en fait, de faire un print de chaque caractère d'une chaîne de caractères. Donc là, on construit une liste et on va retourner la liste. Mais en fait, Python va introduire quelque chose, un mot-clé spécial qui s'appelle yield, qui va être un espèce de return spécial. Donc comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, d'un côté, on va retourner une liste complète avec tous les caractères. Et de l'autre côté, en fait, le yield, à chaque fois, va arrêter l'exécution du programme, va faire un retour, et on va reprendre dans l'autre sens. Donc ça donne quoi? D'abord, on va retourner un F, un O, encore un O, un B, un A, et ensuite un R. Donc ça nous évite d'avoir des gros blocs mémoire qui peuvent être alloués à des traitements temporaires. Et comme ça, en fait, votre code est totalement résistant à du traitement gros fichier. Il n'y a plus besoin forcément de l'adapter. Donc voilà, moins lourd en mémoire. Et puis ça nous permet aussi d'éviter les calculs inutiles dès qu'on trouve le résultat et on arrête. Donc après, ce qu'on a d'intéressant dans l'API de Python, ça va être les fonctions cachées d'UnitTest. Donc UnitTest, c'est le framework de test unitaire de Python. Donc les tests unitaires, le cas idéal des tests unitaires, souvent on va trouver celui-ci, où on va avoir une méthode qui ajoute 2 nombres. Donc là, hyper simple, test unitaire, assert true, 1, 2 donne 3, 3, 2 donne 5, c'est nickel. Après, ça peut se compliquer un peu. Donc, si par exemple ma fonction lit des choses qui ne sont pas des paramètres, si ce n'est pas, par exemple, ma fonction obscure qui va lire dans un fichier, va récupérer 2 nombres, là on commence à être un peu plus embêté pour la gestion du test, en se disant mais du coup, est-ce qu'il faut que je bouchonne cette entrée, comment je me débrouille? Et bien là, Python répond directement à la question, avec en fait des mocks. Et du coup, vous pouvez en fait définir au début de votre test en disant sur telle fonction, par exemple ma fonction obscure, moi j'aimerais que tu court-circuites le fonctionnement et qu'au lieu d'appeler ma fonction obscure, tu appelles en fait la fonction que je vais te donner en paramètre. Donc là, ce qu'on va faire par exemple, c'est que ma fonction obscure, elle va rien faire et getNumber1 et getNumber2 vont retourner des valeurs spéciales. Et du coup, ce qu'on va derrière, on va pouvoir tester si notre fonction add, si 2 et 3 donnent bien 5. Et là, ça peut encore se complexifier, le test unitaire. Si on ne retourne rien,
Si au lieu de faire un return des deux nombres, on se dit on envoie ça à une nouvelle fonction qui, elle, va faire quelque chose. Donc là, pareil, UniTest répond au problème. Vous pouvez en fait, si vous ne définissez pas de lambda derrière, vous en faites une fonction paramètre. Et cette fonction paramètre, en fait, ça va être un objet spécial sur lequel vous allez avoir des méthodes. Par exemple, là, dans ce cas-là, on va vérifier que la fonction machinée a bien été appelée avec 5 pour voir que la logique, en fait, est bien respectée. Donc, après, une fonction qui est aussi très utile sur Python, ça va être les décorateurs. Donc, les décorateurs, ça va être quoi? Par exemple, on a ce code-là, il va servir à quoi? Il va servir à faire des sandwichs. Donc, le sandwich, là, on prend la nourriture qui est en paramètre, on met le pain haut, les tomates, ensuite la nourriture, la salade et le pain en bas. Et du coup, après, on a des méthodes qui rajoutent les différentes choses. Donc ça, voilà, ça vous donne quoi quand vous l'exécutez? Ça vous donne voilà, votre sandwich avec les tomates, le jambon, la salade et le pain. Donc c'est pas très pratique à gérer. Et pour ça, on va profiter d'un truc que Python offre, une caractéristique qui est très intéressante au niveau du langage. C'est qu'on peut déclarer des fonctions dans des fonctions. Donc par exemple, là sur ce bout de code, dans créparler, dedans vous allez définir deux fonctions, crier, chuchoter. Ça c'est totalement valide. Et vous avez le droit aussi de retourner des fonctions parce que ce sont des objets en fait comme les autres. Donc là en fait vous faites créparler, ça vous retourne en fait la fonction crier. Ensuite vous pouvez l'appeler, ça c'est tout à fait valable comme construction. Et si vous voulez faire en fait en une seule ligne, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est le dernier exemple. Donc de ça, ça nous emmène à une fonctionnalité de Python qui s'appelle les décorateurs. Donc les décorateurs, ça va faire exactement pareil en fait. Vous allez définir là dans notre exemple une fonction pain. Et la fonction pain dedans, vous allez faire un pré-traitement et un post-traitement. Ce qui fait que là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir deux fonctions, pain et ingrédient. Et à chaque fois, ça va enrober votre fonction, ça va la décorer. Et ce qui est super bien, c'est que en fait, vous pouvez les chaîner, les décorateurs. C'est tout à fait possible d'écrire d'abord, en fait, je voudrais que tu rajoutes les ingrédients. Donc là, vous avez par exemple les ingrédients ici. Et autour, en fait, je voudrais que tu rajoutes du pain. Donc ce qui fait qu'à la fin, mon sandwich, ça donne quoi? C'est beaucoup plus proche de ce à quoi on pourrait intuitivement penser. Je veux du pain, les ingrédients, et dedans, tu rajoutes en fait le jambon. Donc, voilà, vous pouvez tester le code. Ça donne exactement la même chose que ce que vous avez eu précédemment. Donc, ensuite, un autre truc qui peut être aussi un peu piégeux, sur lequel moi, j'ai eu quelques soucis, c'est les coroutines. Les coroutines, en fait, tout part d'un exemple de code assez simple. Donc, par exemple, on peut faire ce genre de choses. Donc, on a une opération qui est plutôt lente et il faut qu'on l'appelle 3 fois. Donc, ce qu'on se dit, c'est que intuitivement, je vais l'appeler une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Mais on se dit, oui, quand même, la vitesse, c'est pas top top. Donc, j'aimerais bien améliorer un peu les choses. Donc, une première idée d'amélioration, c'est se dire, je vais utiliser des threads. Et là, quand on commence à bencher, on s'aperçoit que c'est pas aussi rapide qu'on le voudrait. Donc on s'arrache un peu les cheveux pour savoir ce qui se passe. Et après, on tombe sur en fait, une fonctionnalité de Python qui est un peu mal aimée, qui s'appelle en fait le GIL. Le GIL, c'est quoi? C'est l'interpréteur global, c'est le lock de l'interpréteur global. Et en fait, ce lock a été créé par Guido van Rossum, qui est le créateur du projet en fait en 92, donc à l'époque où les threads, il y en avait vraiment très peu sur les OS. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce que ça garantit? C'est qu'on n'aura pas plus en fait d'un thread physique dans la machine virtuelle Python. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir notre premier thread qui va tourner. Il va en fait, il va redonner en fait le GIL. Donc le thread 2 va pouvoir se réveiller. Et ensuite, après on va retrouver le thread 1, ensuite le thread 2, et donc vous avez une exclusion mutuelle des threads, qui est très pratique d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue vitesse, nous, ça ne nous intéresse absolument pas.
Donc au niveau Donc en fait, ce qu'on a fait dans le langage Python, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui est proche des threads, qui s'appelle en fait les coroutines. Les coroutines, c'est vraiment indépendant en fait des threads, dans le sens où tout votre code qui est dans la coroutine doit être indépendant de votre programme principal. Il n'y a pas de partage de variables, ou en tout cas par défaut. On peut en faire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais donc du coup, là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va introduire des mots-clés un peu spéciaux, A5 et await. A5, ça va être pour définir une fonction qui va être une coroutine, donc qui va pouvoir en fait s'appeler dans un processus complet. Et du coup, await, ça va être pour simuler en fait le retour. Donc du coup, après, ce qu'on va avoir, c'est qu'il faut aller chercher en fait la boucle d'événements de la machine virtuelle Python, et ensuite vous ajoutez vos opérations. Et les opérations sont faites de manière asynchrone. Vous serez prévenu, là par exemple, sur A5 await, ça va retourner quand les 3 opérations, les slow operations qu'on a en paramètres vont être terminées. Donc ça nous permet d'avoir des performances qui sont quasi équivalentes aux threads qu'on pourrait avoir en C++ ou en Java. Donc les avantages, en fait, comme je l'ai dit, c'est qu'on va avoir de l'exécution concurrente de parties indépendantes d'un programme, et puis on va surtout avoir quelque chose qui est beaucoup plus performant que les threads qui sont proposés par la machine virtuelle Python. Donc une autre chose en fait qu'on va avoir en Python, c'est la programmation fonctionnelle. Donc la programmation fonctionnelle chez les Pythoneux, c'est un grand débat. Il y a des gens qui voudraient pousser pour que la machine virtuelle Python fasse en fait que le langage Python devienne du pur fonctionnel. Et c'est un débat qui est là depuis longtemps, mais qui est encore pour moi très loin d'être résolu. Donc c'est quoi déjà la programmation fonctionnelle? C'est que d'abord tout est immutable, et surtout rien n'a d'effet de bord. Donc par exemple sur les listes, ça donne quoi? C'est qu'au lieu de faire un list append d'éléments, vous avez votre nouvelle liste qui est le résultat d'addition de 2 listes. Et vous avez ensuite, pour le list.pop, pour récupérer le premier élément et l'enlever. En fait, ça devient quoi? Ça fait, en fait, vous allez faire un slice de votre liste et vous allez récupérer votre liste et l'élément, en fait, qui vous intéresse. Donc, le côté fonctionnel de Python, nous, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctions lambda, on en a un petit peu parlé. C'est les fonctions qui tiennent sur une ligne, globalement en Python. Et aussi les structures en intention. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, par exemple, on peut prendre ce code. Ce code, il va servir à quoi? Il va servir à calculer en fait les carrés des nombres pairs. Et du coup, Python vous permet de l'écrire comme ça. Donc là, c'est sur une seule ligne, mais c'est pas, c'est pas forcément plus clair. Donc du coup, vous avez la première fonction filter qui va vous permettre en fait, avec une première fonction, de filtrer. Et ensuite, vous avez map qui va appliquer en fait à tout le reste. Et ensuite list qui va créer une liste. Mais en fait, en Python, on préfère plutôt l'écrire comme ça, où du coup, vous avez votre boucle for, vous allez faire votre filtre, et ensuite, vous allez récupérer vos carrés, et vous allez mettre en fait les parenthèses pour spécifier que c'est une liste. Donc, il y a des limites à ce côté fonctionnel de Python, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est d'abord qu'on a des structures qui sont mutables, donc on peut pas, c'est pas un langage qui est purement fonctionnel. Ensuite, la récursion, elle est limitée aussi par la taille de la stack. Il faut savoir qu'en programmation fonctionnelle, le côté récursif, c'est vraiment un truc qui est beaucoup mis en avant. Sur Python, si vous commencez à faire du récursif, vous allez vous heurter en fait à la limite de la taille de la stack, qui est paramétrée à 1000 par défaut, mais qui est augmentable ou diminuable au besoin. Et vous n'avez aussi pas de tail call optimization. Ça, en fait, c'est quelque chose que vous allez trouver sur les langages fonctionnels, où quand il va avoir une récursion, il va essayer ensuite de faire des améliorations pour que le code soit plus rapide. Donc lui, Python, il ne sait pas faire d'optimisation en fait, sur le code récursif. Aussi, une nouvelle fonctionnalité qui nous a été bien utile sur Python, c'était la manipulation de l'AST. Donc l'AST, c'est quoi? C'est l'arbre syntaxique abstrait. L'arbre syntaxique abstrait, je vais réussir à le dire. Donc c'est ce que vous allez avoir, c'est l'état intermédiaire de votre code entre votre fichier que vous écrivez et le code de la machine.
Donc ça va globalement permettre au compilateur de vérifier les erreurs de compilation, donc par exemple les types, les points-virgules en fin de ligne, ça va faire quand même un gros boulot. Et du coup, ça permet surtout une chose pour nous, c'est l'analyse statique de code. Donc l'analyse statique de code, ça va être de l'analyse qu'on va pouvoir faire en fait sans lancer votre programme. Ça peut être très utile. Donc nous, par exemple, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est fait une amélioration en disant on va récupérer toutes les requêtes SQL qu'on a dans notre code et on va vérifier qu'elles sont correctes syntaxiquement. Donc on va lire le contenu du fichier, on va le parser et ensuite on va donner ça en fait à un package Python. Et dedans, on va récupérer tous les requêtes SQL et ensuite on va appeler une méthode pour vérifier que la requête est conforme à ce qu'on attend. Donc en fait, dernière fonctionnalité pour terminer cette présentation, quelques astuces de performance. Donc c'est des problèmes que nous on a rencontrés et du coup ça nous a bien aidé. Donc par exemple les tuples nommés. Les tuples nommés, c'est intuitivement, on se dit, on voudrait avoir une application qui manipule en fait des joueurs. Donc, on se dit pourquoi pas l'écrire comme ça. Après, en fait, les tuples nommés, ça va nous permettre d'avoir des objets un peu light, même plus light que les objets, et du coup qui en fait n'auront pas, en mémoire, seront plus légers car ils n'auront pas de place en fait pour les méthodes. Donc, et par contre, qui s'appelleront exactement de la même façon. Donc là, vous allez avoir votre objet, le nom d'objet, et puis les différents paramètres. Et ça, surtout, ça va vous permettre de diviser par 2 l'utilisation de votre mémoire. Donc, c'est quand même quelque chose de très utile. Donc, ensuite, un truc aussi que nous, on utilise, c'est le package functools. Surtout, en fait, avec la méthode de cache. Donc là, vous allez avoir une PEP. Une PEP, c'est en fait les proposals Python. Et cette méthode va permettre en fait de récupérer tout ça. Donc vous allez lui passer le numéro de la PEP, elle va le télécharger et ensuite elle va vous la retourner. Donc on a mis un petit décorateur, LRU cache max size 32. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va regarder les paramètres en entrée et si on les a dans le cache, on ne va pas relancer en fait tout le traitement, on va juste retourner en fait la valeur du cache. Donc là, voilà, on a un exemple d'utilisation du code. Donc l'utilisation du code, voilà, vous allez chercher les pip 8, 290, 308, 328. Et ensuite, vous affichez la longueur du texte. Et donc, ce qu'on voit, c'est que votre cache, il a été utile 3 fois. Par exemple, vous avez la PEP numéro 8, vous avez eu aussi la 320. Là, vous avez aussi les mistes de votre cache, là où votre PEP n'était pas présente en cache, la taille maximum qu'elle peut atteindre, et sa taille courante qui est là de 8 éléments. Et le dernier truc, c'est les memory view. Donc, il faut savoir que Python, c'est un langage qui va en fait passer ses objets, ses arguments par copie. Donc, par exemple, ce code-là, vous avez un très grand buffer, vous voulez le passer à une fonction. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre buffer, on va le copier. Et du coup, le memory view va nous permettre d'avoir une vue de la mémoire. Et quand vous allez le passer ensuite à la fonction, vous n'allez plus avoir de copie des bytes, mais vous allez avoir une vue mémoire. Par contre, il faut faire attention, si vous la modifiez, vous allez directement modifier la zone mémoire correspondante. Donc voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour cette présentation. Donc un peu de publicité, on recrute. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand ou sur le web à l'adresse suivante. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.